Dans le cadre de nos incursions dans le monde de la production agricole, nous avons parlé, entre autres, des marchands de fruits du marché de Pétionville et plus généralement des problèmes liés d'un côté à la production et d'autre à la distribution. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la distribution, les problèmes de distribution et surtout comment les améliorer. Non pas améliorer les problèmes, mais comment améliorer la distribution proprement dite. Peut-être évoquer ce qui se faisait dans le passé, dans les années 60, à l'époque des magasins de l'État, et sans retourner à cette pratique stricto sensu. On pourrait s'en inspirer pour voir comment on pourrait améliorer les choses. C'est ce que nous allons voir ce soir, toujours avec notre ami William Savary. Bonsoir, William. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Voilà. Donc, toutes les émissions que nous avons faites sur le monde agricole, ces émissions ont eu des échos très positifs et nous avons eu des retours de gens qui posaient des questions, qui nous félicitaient de mettre les projecteurs sur ce domaine essentiel, fondamental de l'économie haïtienne. Bon, il y a ce dicton qui dit Haïti est... C'est pas un dicton que j'accepte, que Haïti est un pays fondamentalement agricole. Donc... Oui, il y a d'autres bons amis à moi qui a aussi déclaré Haïti est trop riche pour être pauvre. Phrase qui a été reprise par Hillary Clinton, mais Hillary Clinton n'en est pas, c'est pas elle qui l'a inventé. Celui qui a inventé cette phrase, c'est Robert Labrousse. Ouais, absolument. Ok, on en a déjà parlé. Oui, Haïti est trop riche pour être pauvre. Pour revenir sur la question de la distribution, on a évoqué la dernière fois comment que la distribution jouait un rôle très important dans le domaine de l'approvisionnement des magasins, l'approvisionnement du marché et bien sûr des ménages. Parce que sans la distribution, vous ne pouvez pas avoir de consommation. Et la consommation dans toute économie remplit une fonction fondamentale. D'une part, à travers la combinaison distribution-consommation permet la vente des produits et la vente et sans la distribution et la consommation, et sans la vente des produits, les profits ne peuvent pas être réalisés. Donc c'était vraiment une démarche parfaitement logique. Logique et, bon, certains diraient mécanique, mais c'est la ligne. Ce sont les activités qui déterminent si oui ou non une entreprise va croître, va réaliser ses profits, et si oui ou non une économie va croître. C'est ça. Parce que la consommation dans tous les pays du monde, la consommation fait partie du calcul de la croissance de pays. Et tout ça est lié également à l'inflation. Tout ça est lié. Maintenant, la notion de l'inflation que vous venez d'évoquer, la fonction de la distribution, ont une relation symbiotique. Oui. Symbiotique, merci Serge. Et comment que se manifeste cette relation? En général, vous avez souvent entendu dire que les prix ont augmenté et à cause du fait que les prix ont augmenté, il va y avoir des émeutes. Parce que les gens, effectivement, il y a les fameuses émeutes de la faim. Alors, je dois vous faire une parenthèse avant de continuer. J'ai travaillé en Hongrie pendant 7 ans et j'avais un ami anglais, un collègue anglais qui nous disait lorsqu'il s'agissait de la discussion effectivement sur l'inflation, les gens à l'époque projetaient la récession au niveau national et international. Il a eu à dire que un réveil à pile, si vous enlevez la pile lorsque le réveil arrive à midi, le réveil va vous dire l'heure correctement 2 fois par jour. Ça veut dire quoi? À midi, vous enlevez la pile, mais à partir de 3 heures, le réveil n'est plus à l'heure. À 6 heures, le réveil n'est plus à l'heure. À 9 heures, le réveil n'est plus à l'heure. Mais à minuit, et ainsi de suite.
Ouais. Donc 2 fois par jour. Donc les gens qui vous disent qui font toutes les projections que le monde va finir, bon, ça pullule à travers le temps. Hein. Oui. Bon, malheureusement, ça s'est vérifié quelquefois. Il y a eu c'est pourquoi le réveil. Il y a eu des émeutes de la faim en République dominicaine. Oui, c'est pourquoi le réveil a raison 2 fois par jour. Oh, c'est ça, oui. À midi et à minuit. Maintenant, pour retourner au point de la distribution, et effectivement, l'une des raisons pour lesquelles les gens vous disent qu'il y aura émeute, c'est parce qu'en fait, les prix ont augmenté, parce qu'il y a une croissance au niveau de la demande qui n'est pas satisfaite. Et la demande n'est pas satisfaite, c'est parce que le marché n'est pas approvisionné. Hein? Oui. Donc, l'offre est déficitaire. L'offre est déficitaire. Mais il faut dire aussi, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. Il y a les gars qui vous regardent le taux d'inflation, le taux d'intérêt plutôt qu'on aura le temps d'évoquer, parce que lorsque l'une des remèdes, si vous voulez, l'une des solutions qu'ils apportent lorsque le taux d'inflation démarre, c'est l'augmentation des taux d'intérêt dans l'espoir que ça va décroître, faire chuter la production, et la chute de la production vous amènerait à une chute dans la demande, et la chute de la demande vous amènerait à la chute de l'inflation. C'est la solution que les États-Unis, l'Amérique et la Banque fédérale ont adoptée et depuis récemment. Depuis... Non, mais je veux dire, là, maintenant, on est en plein là-dedans. Oui, mais à travers le monde. Oui. Et ceci depuis Friedman. Hein? Donc Milton oui, depuis Milton Friedman, parce qu'en fait, c'est lui qui... Il s'est servi de time value, en fait, pas time value, mais de la distance le taux, le distance rate formula, pour vous parler de la vélocité de la monnaie et pourquoi il y aurait un taux d'inflation. Ça vient de la physique, puis ça va dans l'économie. Donc, maintenant, pour retourner là où nous étions, oui. Vous avez maintenant le fait que la demande ne correspond pas à l'offre. Donc, ça veut dire que la notion de la solution à l'inflation... Pas plutôt le contraire. Non, vous avez une demande L'offre ne correspond pas à la demande. L'offre n'arrive pas à répondre à la demande. Ou la demande excède l'offre. Excède l'offre, absolument. Parce que lorsqu'on dit la demande excède l'offre, en fait, les termes, de la façon dont les juxtaposent, déterminent quelle solution qu'on va apporter. Oui, est-ce qu'on va agir sur l'offre, est-ce qu'on va agir sur la demande? Ouais. D'accord. Et nous autres, nous voulons agir sur la demande. Hein? Très bien, très bien, très bien, ok. Et pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, à travers la demande, vous avez ce qui rentre en jeu, c'est le coût de la production. Et plus le coût de la production est bas, plus la demande augmente. Hein? Donc, lorsque vous avez un taux d'inflation, qu'est-ce que vous allez gérer? Est-ce que vous allez gérer le coût de la production pour faciliter que le marché soit correctement approvisionné, pour satisfaire la demande? Hein? Mais, lorsque vous contemplez la solution de cette façon, l'approche à la solution à l'inflation devient totalement différente. Hein? Oui, ça paraît logique, en effet. Ouais. Donc, c'est ce que nous faisons. Hein. Très bien, très bien, très bien. Maintenant, très bien. ce que vous avez, comment maintenant satisfaire la demande? Hein? Bon, nous savons que déjà en Haïti, en fait, nous parlons d'Haïti, hein, parce que si jamais on veut évoquer d'autres pays beaucoup plus avancés, bon, il y a d'autres solutions qui pourraient être applicables. Mais dans le cas d'Haïti, nous savons par exemple que la production agricole qui existe dans le pays, à peu près 60%, selon les chiffres de la Banque mondiale, okay? Entre 40 et 60% de la production agricole en Haïti est perdue. Et ceci pour diverses raisons. Question de route, question de longévité de la production, question de l'inhabilité du paysan d'amener le produit au marché. Donc, il y a plein de raisons. Ouais. Mais fondamentalement, les raisons ne nous intéressent pas. En fait, les raisons existent, mais c'est vraiment quelle solution apporter. Hein? Donc, une solution qui pourrait être évoquée, hein? Parce qu'il y a plein d'autres.
Et la solution que je veux évoquer ce soir, c'est la question excusez-moi, c'est la notion de point d'approvisionnement. Hein? Comment fonctionnerait un point d'approvisionnement? Là, vous parlez de point physique. Un point physique d'approvisionnement. Maintenant, alors, il faut dire qu'on prend un point d'approvisionnement d'un point physique, c'est un échantillonnage. Ça veut dire que ça peut exister à travers le pays. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un seul point. Non, bien entendu. Il faut quand même. Oui, non, bien sûr. On ne sait jamais, quelqu'un dirait, oui, il a parlé d'un seul point, mais il y a 27 000 km². Oui. Et 10 départements. Bon, maintenant, et ce point d'approvisionnement permettrait à faire quoi? Premièrement, les petits paysans ou les petits producteurs auraient un point où ils pourraient déverser leur production. Et la production, une fois versée, ils pourraient recevoir un reçu disant, voilà leur claim, leur droit sur la production, et ce reçu devient un instrument financier qu'ils peuvent négocier à la banque pour ou bien des prêts ou en escompte. Oui, bien sûr. Et maintenant, le paysan... Il a un papier qui dit, à telle date, j'ai déposé 2 tonnes de mangue, et voilà. Et maintenant, le paysan, ayant liquéfié sa production, il a le capital pour recommencer. Bien sûr. Et maintenant, ça élimine la notion de poignard, ça élimine l'usurier. Bien sûr. Parce que là, le paysan vient de vendre sa production, même si la production, il n'a pas un acheteur direct, mais il y a un point central où la production a été vendue. C'est ça. Hein? Maintenant, vous pouvez, et ceci va permettre autre chose, parce que c'est le paysan, là on prend l'exemple, le paysan qui va vendre, mais aussi ça peut permettre à un spéculateur d'aller dans les lieux de production, acheter la production et lui-même et aller la mettre dans le point de il a son reçu. Et de même, le reçu lui permettrait d'aller à la banque escompter son reçu ou vendre son reçu à n'importe qui escompter. Mais au moins, ça permet d'introduire dans le système agricole la liquidité. Très bien. Hein? Maintenant, les grands producteurs, là nous parlons des petits producteurs, les grands producteurs, eux aussi, ils peuvent en bénéficier. Hein? Parce que ce qui arrive, lorsque vous avez maintenant tous ces points d'approvisionnement qui sont correctement approvisionnés, et il y a là moyen pour que la distribution se fasse de façon beaucoup plus coordonnée. Parce que les détaillants, les grossistes savent où aller et chercher. C'est pas la peine que le gars risque sa vie et partir n'importe où en province ou aller négocier avec quiconque pour essayer de l'ouvrir. Parce que là, avec les silos, c'est ce qu'on appellerait l'équivalent des silos, les points d'approvisionnement. Silos, c'est plutôt pour les grains. Donc, c'est ça. Tube. C'est ça. Maintenant, il y a un point central ou des points centraux où les gars peuvent s'approvisionner en toute sécurité. C'est ça. Et maintenant, ça aussi élimine la nécessité de transporter du cash. Oui. Parce que si vous avez affaire à des institutions, le crédit bancaire, les institutions bancaires deviennent maintenant importantes en ce qui concerne le rôle du financement de la production et de la distribution. Donc, c'est vraiment le grosso modo de cette partie. Bon, alors attendez, là on est en train de partir, tout ça paraît très intéressant, facilitation, concentration, etc., mais qui serait chargé finalement d'organiser cette distribution ? Est-ce que ce rôle reviendrait à l'État ? Est-ce que un particulier pourrait décider de jouer ce rôle ? Pour le moment, personne ne le fait. Ça veut dire que c'est un marché ouvert pour un particulier. D'accord. La personne qui peut disposer du capital. Mais maintenant, ce que ferait l'État, dans ce cas, l'État pourrait être entré dans le cadre de la réglementation de ses activités. Très bien. Par exemple, au niveau du ministère de la Santé, il pourrait, par exemple, déterminer la qualité, contrôler la qualité. Au niveau de la DGI, les gens pourraient se permettre que tous les gars qui amènent leur production, qui reçoivent leur reçu, payent leur impôt. Donc, c'est vraiment là la fonction. C'est vraiment, si vous voulez, c'est une relation où le secteur privé et l'État, chacun joue son rôle. C'est ça. Et le secteur privé, le gars qui investit, lui, il a la possibilité de rentabiliser son capital. Et tout ça au bénéfice de toute la population. De toute la population.
Donc c'est une façon, une des solutions qui pourrait être mise sur le tapis pour adresser la question de l'inflation dans le pays. Alors, un instant, il faut dire, l'inflation sur les produits alimentaires, parce que ça c'est différent de l'inflation sur, par exemple, l'immobilier. Hein? Oui. Ok, donc, Oui. là, parce que nous, on se concentre là sur les produits alimentaires. Et ainsi, on sait qu'il n'y aura pas d'émeute. Parce qu'il y a des gens qui attendent l'émeute pour célébrer, dire hey, j'avais dit ça. Oui, oui, oui. Satisfaction bien minable. Bon, écoute, mais il y a des gens qui cherchent ça. Oui. Quel rapport ces possibilités avec ce qui existait dans les années 60 avec les magasins de l'État? Bon, je crois... Et finalement, pourquoi les magasins de l'État ont cessé d'exister? Mais je ne m'en souviens pas très bien de la façon dont les magasins de l'État fonctionnaient. Mais je sais que ça a existé. Oui. Hein? Maintenant, est-ce que, par exemple, le magasin de l'État, ça veut dire que c'était les employés de l'État qui s'approvisionnaient au magasin de l'État? Hein? Pour ça, je ne m'en souviens plus. Peut-être que c'est une question à laquelle on pourrait peut-être... répondre la prochaine fois. Oui, hein? Oui, ou bien on pose la question. Peut-être qu'il y a des historiens, des gens qui pourraient nous envoyer la réponse et qui pourraient nous envoyer la réponse. Ouais. Parce que, quand même, il existe même une rue du magasin de l'État à Port-au-Prince. Mais non, c'est pas seulement comment fonctionnait, mais pas comment ça fonctionnait, mais comment aussi on les finançait. Oui, tout ce qui concerne les magasins de l'État. Ce serait pas un mauvais sujet de thèse pour un étudiant en économie et en finance. Mesdames, messieurs les étudiants, songez à faire une thèse sur les magasins de l'État qui jouent un rôle important. Moi, je me rappelle, dans ma jeunesse, ça jouait un rôle très important. Ouais. Savoir comment c'est né, comment c'était géré, à quoi ça servait et surtout pourquoi ça a cessé d'être, pourquoi du jour au lendemain ça a disparu. Voilà, vous venez de leur donner la marche à suivre de leur thèse. Oui. Et ce serait une thèse assez utile parce qu'en fait, ça adresse une question ponctuelle. Tout à fait, oui, bien sûr. Oui, nous allons susciter des vocations. Bon, écoutez, c'est ce que nous avons proposé. Je pense que c'est le 10e sujet de thèse que nous avons évoqué sur le tapis. Enfin, bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore, William, sur la distribution et comment l'améliorer? Bon, il y a pour faire ces activités, il vous faut une politique monétaire qui soit à la hauteur de ce défi. Hein. La politique monétaire telle que nous l'avons en Haïti, c'est une politique qui mérite d'être réévaluée, parce qu'en Haïti, c'est la même politique monétaire que les gens mettent en œuvre depuis près de 40 ans. Donc, ils ont déterminé, par exemple, le taux de change sur ce qu'on appelle la moyenne des offres pratiquées sur le marché. Banques, ouais. Mais il se trouve que la Banque centrale est propriétaire, ou plutôt est très influente au niveau de la BNC et de la BPH. Oui. Et d'État, qui participent également à déterminer, dans la détermination des taux de change. Hein? Donc, oui, bien sûr, parce qu'il faut prendre en considération l'offre de tout le monde. Bien sûr. Ouais. Et si la Banque centrale peut influencer leurs décisions, ça peut également dicter la direction de l'offre. Donc, et aussi, autre chose, c'est que la BNC et la BPH bénéficient du même poids, parce qu'en fait, c'est une moyenne arithmétique, bénéficient du même poids que la BUH, que la Unibank, que la Sogebank, etc. Donc, vous voyez, donc, il y a ça ne reflète pas vraiment la tendance du marché. C'est plutôt manipulé. OK. Bon, fermons cette parenthèse. Revenons
à la distribution. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter en conclusion? Bon, en conclusion, on pourrait dire que la production en général en Haïti peut s'améliorer si la distribution s'améliore. Pourquoi? Au fur et à mesure que les produits sont distribués, ça satisfait les demandes, il y a beaucoup plus de capitaux qui rentrent, qui retournent. Plus de circulation des biens, plus de circulation de capitaux, donc plus ça de circulation plus de biens. rapidement à ceux qui produisent. Et ça crée la croissance et la richesse. D'accord. Parce que sans la consommation, la consommation est fonction, la distribution est fonction de la consommation, et les deux contribuent à augmenter la production. Et si ça augmente la production, ça veut dire que ça augmente aussi le pouvoir d'achat, ça augmente aussi le retour sur le capital, ça augmente aussi la valeur. Une chose qu'il faut souligner, plus vous avez un terrain agricole qui est en production, plus ce terrain agricole acquiert de la valeur. Donc, plus la production augmente, plus la consommation augmente, plus la distribution s'améliore, les propriétaires de jardins, les propriétaires de plantations, les propriétaires de terrains agricoles, eux aussi deviennent plus riches, parce que leur foncier apprécie en valeur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Yeah. Bon, eh bien, écoutez, si j'ai bien compris, il est grand temps d'accorder à la distribution des produits agricoles toute l'importance qu'elle mérite. Elle est vraiment au centre, finalement, même si dans la chaîne temporelle, elle arrive en dernier. Parce que pour pouvoir distribuer, il faut d'abord produire, et puis ensuite approvisionner, et puis ensuite... Mais la distribution, si j'ai compris les explications, est absolument fondamentale, et améliorer, ou permettre d'améliorer la distribution est le meilleur moyen, finalement, d'arriver à une augmentation palpable de la production et donc du bien-être des producteurs et réduction du chômage, et de toute la population. Donc, à vos cerveaux, réfléchissons aux meilleurs moyens d'améliorer la distribution. Essayons de voir s'il y a quelques leçons à apprendre du côté de ce que fut l'expérience des magasins d'État. Et puis... Il faut remarquer que ceci n'a rien à voir avec la Banque mondiale, Fonds monétaire national, le capital étranger. C'est local, absolument. Et pourquoi je me donne la peine de vraiment d'identifier ce qui peut fonctionner localement, c'est parce que j'en ai marre d'entendre les gens dire que c'est le blanc qui est responsable. Il faut le capital étranger, il faut des investissements étrangers, alors que chez nous, c'est pas organisé. Donc, il est temps qu'on s'organise. Très bien, Monsieur Savary. Merci de mettre les points sur les i. De temps en temps, ça fait du bien. Ben voilà ce qu'on pourrait dire aujourd'hui de la distribution des produits agricoles et de ce qu'il convient de faire pour l'améliorer, cette amélioration ayant toutes les conséquences positives que nous avons mises en lumière. Merci de nous avoir écoutés et bonne semaine.